bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle session sur la déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, donc pour cette campagne 2023. Alors je vous propose qu'on attende juste encore peut-être 2 petites minutes parce qu'il manque quand même un certain nombre de participants. Bon, je pense qu'on peut commencer. Ouais. Alors je me présente pour ceux peut-être qui me connaissent pas. Donc je suis Amandine Da Silva, psychologue du travail et donc correspondante handicap au centre de gestion. Et donc Guillaume, je te laisse te présenter. Guillaume Joubert, je suis responsable adjoint du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail. Alors au niveau de l'ordre du jour, alors ça va pas passer. Voilà, c'est bon. Donc voilà, une première partie qui va être consacrée à vous présenter donc les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique pour cette campagne 2023. Ensuite, il y aura un temps donc consacré à un échange sur vos besoins et vos difficultés. Et puis un dernier point, une dernière partie plutôt pour vous présenter et vous rappeler en fait surtout les différentes interventions du FIPHFP, donc le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Donc, pour ceux ou celles qui ont participé déjà l'année dernière à cette session d'échange, vous verrez que finalement, il y a peu de changements en fait, voire même pas du tout. Quelques petits changements quand même plutôt sur les interventions du FIPH, avec voilà, des nouvelles mesures, quelques petites modifications au niveau des financements qu'on va pouvoir en effet aborder. Sinon, au niveau de la déclaration d'obligation d'emploi, c'est voilà, c'est vraiment la même chose que l'année dernière. Donc, surtout là, au niveau de cette session, l'idée, c'est de ne pas hésiter à pouvoir poser vos questions. Oui. Alors, au niveau donc des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc la campagne, elle a démarré au 1er février 2023. Donc, c'est toujours les mêmes dates pour chaque année. Et elle se termine le 30 avril 2023 avec la date de paiement de la contribution pour les collectivités qui auraient éventuellement une contribution à payer, qui est au 30 avril 2023. Vous voyez, c'est vraiment le jour même finalement de la fin de la déclaration. C'est vrai que souvent, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire votre déclaration au dernier moment. Il suffit qu'il vous manque quelques éléments, tout ça, ça risque d'être un petit peu stressant. Essayez de la faire en fait dès que vous pouvez, je dirais là au plus tôt. Alors, quelques rappels au niveau de cette déclaration. Donc, au niveau de la date du calcul des effectifs. Donc, les données recensées se font au 31 décembre N-1. Donc, ça avait été un gros changement en fait qui avait été fait par le FIP alors, il y a 2 ans maintenant. Donc, voilà, au niveau des effectifs, prenez bien les effectifs donc, du 31 décembre 2022. D'accord? Ensuite, en termes de délai de mise en conformité d'obligation d'emploi, donc, l'employeur dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. Donc, cela concerne les employeurs qui viennent d'être créés et qui emploient au moins 20 ETP ou qui voient leur effectif passer sur le seuil de 20 ETP. Également, un rappel aussi qui est assez important, c'est que le BE recruté postérieurement à son 50e anniversaire sera comptabilisé pour 1 unité et demie l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire d'obligation d'emploi. Donc, c'est vrai que si vous avez des agents, en fait, qui peuvent rentrer dans ce cas de figure, voilà, bien penser à le valoriser pour 1,5. Donc, c'est vrai que des fois, quand on est un petit peu juste en termes d'effectifs, ça peut être intéressant de connaître cela. D'autres appels, donc seuls les publics dits prioritaires, blessés désarmés, sont recrutés par la voie des emplois réservés et peuvent être comptabilisés à ce titre dans les BOE. Donc tous les militaires et anciens militaires qui ont été recrutés par la voie des emplois réservés avant le 1er janvier 2020 demeurent néanmoins titulaires d'un emploi réservé comptabilisé dans les BOE. Également, les agents en période de préparation au reclassement sont désormais comptabilisés dans les BOE, donc au titre des agents reclassés. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire pour toutes les collectivités qui ont des agents qui ont intégré la PPR au 31 décembre 2022, vous pouvez en fait, pour votre déclaration de cette année, les valoriser à ce titre-là. Alors un petit rappel au niveau des catégories de dépenses déductibles. Donc, il y a bien 3 catégories. La première qui correspond au contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés. Également, les dépenses déductibles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'accueil, l'insertion ou le maintien d'emploi des personnes handicapées. Et dernier type de dépenses, ce sont celles consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions
à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou des étudiants, etc. Donc voilà, au niveau des rappels. Ensuite, la question, c'est qui déclare, hein. C'est vrai que toutes les collectivités ne sont pas forcément sollicitées en fait pour cette déclaration. Alors, ceux qui déclarent, ça va être les employeurs publics qui emploient au moins 20 équivalents temps plein. Donc ça, voilà, si vous avez plus de 20 agents équivalents temps plein, vous êtes dans l'obligation d'effectuer cette déclaration. Ensuite, des employeurs publics qui emploient moins de 20 équivalents temps plein, mais qui ont reçu en fait une lettre d'appel du FIPHFP. Ça peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, voilà, bien faire votre déclaration, mais vous voyez, c'est simplement indiquer le nombre de TP en fait, hein, et donc le FIP verra que bon, du coup, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là. Alors, vous avez été appelé, vous estimez ne pas devoir effectuer votre déclaration en vertu de la nature de votre établissement. Vous devez adresser un courrier recommandé accompagné de pièces justificatives. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est pas de mettre ce courrier un petit peu dans le coin et se dire, bon, je ne suis pas concernée, tant pis. Il y a eu ce courrier, donc vraiment, voilà, faire les démarches de rectification auprès du FIPHFP, hein. Également, en cas de fusion d'établissement ou de collectivité, c'est la nouvelle structure issue du regroupement qui a l'obligation de déclarer en reprenant la totalité des actifs et des passifs des établissements publics auxquels elle se substitue. Au niveau de qui déclare également, donc vous êtes à des anciens établissements et vous avez reçu un courrier d'appel à déclaration, également pareil, voilà, adressez-vous au service recouvrement du FIPH, hein, voilà, ils n'ont peut-être pas eu forcément le changement, donc n'hésitez pas à leur en faire part. Vous êtes un nouvel établissement par contre et vous avez reçu un courrier d'appel à la déclaration, donc là, forcément, vous faites votre déclaration. Et si vous êtes un nouvel établissement, mais par contre que vous n'avez pas reçu le courrier d'appel à la déclaration, adressez-vous également au service recouvrement. En fait, dans tous les cas, si vous pensez que vous devez faire cette déclaration et que vous n'avez pas reçu la lettre d'appel, adressez-vous bien au FIP pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, pour préparer sa déclaration, donc là, l'idée, c'est voilà, c'est pas d'aller directement sur la plateforme, c'est déjà au préalable pouvoir vous munir en fait de certains éléments qui vont vous permettre en fait de faire cette déclaration. Vous verrez si vous avez ces éléments, finalement, il y en a vraiment pour aller gérer un petit quart d'heure quoi, hein, pour la faire. À savoir donc, il y a 4 éléments à avoir en amont. Donc les effectifs en nombre d'agents en équivalent temps plein. Donc là, on reprend ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les ETP au 31 décembre 2022. Donc, c'est vrai que des fois, on pose la question, des agents qui partent au mois de novembre, du coup, ne pourront pas être comptabilisés pour l'année 2023. Effectif total rémunéré au 31 décembre 2022 aussi. Donc, bien sûr, à ne pas confondre avec l'effectif en équivalent de temps plein. Donc, bien prendre votre ETR également. Le nombre de bénéficiaires d'obligation d'emploi au 31 décembre 2022. Voilà, donc pareil, si un agent bénéficiaire d'obligation d'emploi a quitté votre structure et n'est plus dans les effectifs au 31 décembre, vous ne pourrez pas le valoriser. Et puis, les dépenses 2022 ouvrant droit à la réduction de la contribution. Voilà, si toutefois, vous avez pas atteint les 6% et que vous avez une contribution à payer auprès du FIP, ces dépenses, en fait, vont être déductibles. Donc, c'est vrai que c'est bien en amont d'avoir une idée, en fait, du montant de ces dépenses. Également, au niveau pour préparer votre déclaration, le FIP, en fait, demande, il y a des éléments nécessaires au recueil statistique. Vous verrez à la fin, en fait, hein, de la déclaration, il vous demande certains éléments, notamment la catégorie de bénéficiaires, la catégorie hiérarchique, le sexe, la tranche d'âge et le mode de recrutement. Voilà. Alors, généralement, en termes d'éléments RH, c'est des choses que vous avez déjà, ça ne pose pas trop de soucis. Voilà. Mais c'est déjà, si vous avez bien pour chaque agent ces différentes statistiques, ça facilite en fait votre déclaration, hein. Alors, comment déclarer? Alors, je pense qu'aujourd'hui, vu que ça fait maintenant 2 ans, je crois, la plateforme, hein, ça passe vite. C'était pas l'année dernière, ça devait être l'année d'avant. Je pense que vous avez tous déjà été sur la plateforme, mais c'est voilà, cette fameuse plateforme PEPS, hein, donc plateforme employeur public, voilà, qui est sur le portail sécurisé de la Caisse des dépôts, avec un accès employeur. Donc, c'est bien sur cette plateforme que vous allez faire votre déclaration, comme quand vous faites une demande d'aide aussi, on le verra tout à l'heure. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ce portail, vous pouvez le faire dès à présent, en fait, en vous munissant, alors, le numéro SIRET, le BCR, et puis une adresse courriel valide. Et puis, si vous êtes déjà inscrit, du coup, vous savez, voilà, vous avez déjà vos codes, et puis vous pouvez dès à présent, en fait, évaluer le montant de votre contribution 2023. Donc là, voilà, juste une petite présentation, hein, comment se présente la plateforme. Donc, votre identifiant, vos mots de passe, vous vous connectez. Et puis, une fois que vous êtes connecté, du coup, vous pouvez voir que sur la gauche, dans les thématiques, vous avez un petit onglet déclaration. Et donc, vous allez directement tomber sur la DOTH, en fait, hein. Et voilà, vous pourrez cliquer dessus, avoir accès aux anciennes déclarations. En effet,
et puis faire votre nouvelle déclaration. À savoir que si la nouvelle déclaration, vous n'allez pas au bout, ça peut arriver, hein, des fois vous avancez, vous dites mince, finalement j'ai pas cet élément, etc. Vous pouvez, ça enregistre automatiquement, donc vous pouvez y revenir en fait ultérieurement sans souci. Alors, les outils d'aide, oui, ça me semblait quand même intéressant, en effet, de vous en parler, parce que c'est vrai que sur le site du FIPH, vous avez quand même beaucoup de choses, en fait, hein, pour vous aider à faire cette déclaration. Vous voyez le lien, là, par exemple. Alors, ça, je vais vous les envoyer, après la présentation. Comme je vous avais déjà envoyé les années précédentes aussi, ça va être la foire aux questions. C'est vrai qu'il y a plein de réponses là-dedans. Donc, voilà, généralement, c'est quand même très complet. Et puis aussi tout le processus de l'aide à la déclaration que le FIP a pu mettre en place. J'ai regardé, bon, il n'y a pas de changement par rapport aux autres années, hein, c'est les mêmes, voilà, les mêmes dossiers. En tout cas, c'est déjà une bonne aide. Et puis également, comme l'année dernière aussi, le FIP a mis en place des webinaires. Donc là, vous pouvez vous inscrire dès à présent, hein, sur la plateforme sur le portail formation du FIP. Ça commence à partir du 23. Donc, ils en mettent quand même un certain nombre, hein, au moins je crois que ça doit aller jusqu'au mois d'avril même. Mais c'est vrai que si déjà vous commencez votre déclaration, vous voyez même que ça coince à des endroits où vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire à un webinaire. Et puis après, voilà, si vous avez des questions, il y a votre déclaration, utilisez le formulaire de contact. Vous savez que du coup, on ne peut pas contacter le FIPH directement, il n'y a pas de numéro et on n'a personne derrière. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous servir du formulaire de contact. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas par rapport à cette déclaration, hein, c'est ce que je vous disais au début, il y a pas de changement en fait, par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a eu des gros changements, cette année pas du tout. Là, l'idée, c'est qu'on puisse avoir ce temps aussi pour échanger. Est-ce que voilà, certains ont des difficultés? Est-ce que vous allez commencer peut-être à la faire? Cette année, vous étiez assez nombreux à vous êtes inscrits. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà participé l'année dernière qui sont réinscrites cette année. Donc voilà, ce que je vous propose, n'hésitez pas à couper votre micro si vous avez une question. Et puis, soit j'essaierai de répondre, soit je noterai la question et je vous répondrai ultérieurement si, voilà, si je n'ai pas les éléments en tout cas. Vous pouvez aussi marquer, hein, voilà, au niveau de la conversation, s'il y en a qui ne veulent pas forcément prendre la parole, n'hésitez pas à l'écrire, on répondra voilà, aux différentes questions, hein. Après, à savoir que vous avez aussi, vous aurez mes coordonnées. Alors, certains les ont déjà, bien sûr, hein. Ils sont sur le site du centre de gestion. Et puis, à la fin de la présentation, vous avez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas après à me recontacter voilà, individuellement ou à m'envoyer un petit mail si vous avez certaines questions. Donc, Madame Durand, bonjour, c'est 6% de travailleurs handicapés que les collectivités doivent employer. Oui, tout à fait. Oui, on est vraiment sur ce taux de 6%, c'est-à-dire que s'il n'est pas atteint, et voilà, il peut y avoir une contribution à payer. Alors, des fois, on peut être à 5 quelque chose. Vous verrez que vous n'avez pas forcément de contribution à payer, parce que peut-être qu'il ne manquera pas une unité manquante, en fait. Mais sinon, on est bien sur les 6%. Est-ce que sur les factures des AT, on facture seulement le temps de travail des travailleurs handicapés ou on peut rajouter les fournitures? Sur les factures des actes, je ne sais pas comme ça. Ça, je crois que ça y est sur le fact, je vais regarder. Facture des actes, temps de travail ou les fournitures également. Parce que les fournitures, pour moi, ça doit être autre chose. Mais normalement, quand vous avez, en fait, vous avez votre facture, vous allez avoir, alors je crois que c'est le montant 4, en fait, qui doit être à déduire, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez ce montant, en fait, déjà indiqué sur la facture que vous aurez à déduire. Et Alors après, on a le symptôme des coûts. Un agent PPR est-il comptabilisé dans le calcul des équivalents temps plein? oui, 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 parce que l'agent PPR il est toujours dans votre effectif, hein, donc bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le stock et le flux? Alors là, je comprends pas, du coup, je comprends pas la question, Madame Francisco. Entre le stock et le flux. Ça te parle, toi, la Non. question? Non. Bonjour, moi je voulais savoir s'il y avait des nouveautés par rapport à l'année dernière et s'il est obligatoire de faire la déclaration puisque nous faisons. Oui, alors la déclaration, elle est obligatoire et non, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de nouveauté, en effet. Mais la déclaration, par contre, vous devez bien la faire chaque année, hein. Ça, c'est sûr.
Madame Francisco, non, à pas rajouter. Effectivement, certains mettent les montants, mais pas tous. Alors, dans ce cas, il faudrait leur demander une facture avec les différents montants parce que c'est vraiment, alors, dans la foire aux questions, c'est vraiment ce qui est marqué à chaque fois. Ils mettent bien le montant 4, c'est celui-ci à déduire. Faites voir, déclaration des effectifs, calcul du montant, non. Attendez, je regarde quand même. Déclarer les BO, non. Voilà, déclaration des dépenses déductibles. Non, non. Auprès des atteints, dans le cas d'un marché public, non. Peut-on déjà montant sous-traité, donc là, on est sur les pages 19. Je regarde juste si j'arrive à avoir quand même des infos comme ça. Rapidement. Alors pour Madame Durand, je vais revenir sur la diapo. Alors oui, c'est ce que met par rapport à, je reviens par rapport à cette facture sous-traitance confiée à NESAT. C'est bien indiqué dans l'apport aux questions que vous devez vous rapprocher de votre prestataire afin d'obtenir une attestation conforme à la réglementation en vigueur. En fait, ils mettent que l'arrêté du 19 novembre 2020 définit le modèle d'attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées. Et cette attestation indique pour l'année qui précède le montant 1. Alors, je ne vais pas vous dire à quoi chaque montant correspond, mais montant 2, montant 3 et montant 4. Et montant 4, c'est bien marqué montant à valoriser dans le cadre de la déduction avant plafonnement. Donc, peut-être voilà, les solliciter, quoi. Madame Francisco, effectif des agents DETH, stock année N-1 et flux année N ou inverse. Là, en fait, pour les effectifs, c'est vraiment, vous prenez votre effectif au 31 décembre 2022 et c'est ceux qui sont présents. C'est-à-dire que je ne comprends pas trop. Donc là, c'est vraiment N-1, c'est-à-dire que c'est forcément 31 décembre 2022 et tous les agents qui sont présents au 31 décembre, quoi. Je ne sais pas si j'ai loupé les coups. Alors si, on va revenir. Il y avait 7. Donc ça, c'est bon. Ouais, certains d'accord. Il y a cette question là. Alors, un agent est reconnu travailleur handicapé dans notre collectivité, mais cette dernière compte moins de 20 ETP. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à effectuer? Eh bien non. Non, non, parce que si vous n'avez pas reçu la lettre, en plus le courrier du FIPH pour vous déclarer, il n'y a rien à effectuer. Simplement, par exemple, là où ça peut être utile, c'est peut-être, alors pour un aménagement de poste, si vous avez voilà, des besoins particuliers d'achat de matériel pour cet agent, mais je dirais pour tout ce qui est aménagement de poste, c'est la seule aide du FIPHFP où les agents ne sont pas obligés d'avoir une RQTH en fait. Voilà, il faut la prescription du médecin du travail. Hein. Donc là, c'est pas forcément la RQTH. Après, elle peut avoir un intérêt. Voilà, je dirais, j'ai une collectivité qui m'a appelé la semaine dernière et en fait, un agent qui n'a pas fait encore sa demande de RQTH, mais qui doit s'acheter des prothèses auditives. Et là, c'est vrai que vous savez que du coup, en tant que vous, employeur collectivité, vous pouvez bénéficier d'une aide qui est d'ailleurs de 1 700 € maintenant, elle est plus de 1 600 € de la part du FIPH, mais il faut que l'agence soit reconnue travailleur handicapé. Donc, vous voyez, par rapport à votre question sur la DOETH, la déclaration, non, vous n'allez pas déclarer parce que vous êtes moins de 20 agents. Par contre, cette RQTH, elle peut en effet être utile pour certains, voilà, pour certains financements, pour certaines demandes d'aide de financement auprès du FIP. Il y avait cette question, Mme Durand, je t'ai remis la diapo. Je n'ai pas compris lorsque vous avez parlé des agents. Ah oui, plus de 50 ans. Alors pour les agents, c'était pour les agents qui ont plus de 50 ans et qui en fait qui demandent en fait à être reconnus de travailleurs handicapés. Hein. Attention, c'est pas ceux qui étaient déjà reconnus de travailleurs handicapés et que vous avez déjà valorisé les années précédentes. C'est là, admettons, demain, un agent dans votre collectivité qui a plus de 50 ans et donc fait sa demande de RQTH. Donc, vous allez en fait le valoriser donc pour la prochaine déclaration, hein, on est bien d'accord, hein, pour celle de 2024, à hauteur de 1,5 en fait. Voilà, parce qu'il a plus de 50 ans
et qu'il est devenu, on va dire, RQTH. Ah, pardon, je trouve que ça coupé. En fait. C'est bon? Ouais. Donc là, tu as histoire stock et flux. Il semble que ce sont stock, il me semble que ce sont les personnes déjà dans la collectivité. Flux, c'est l'intégration des personnes arrivées ou PPR en cours, si j'ai bon souvenir. D'accord. Alors moi, il parle pas trop de cette notion de stock, de flux, en fait, hein, dans les effectifs. C'est les agents présents ou pas, quoi, en fait. Ok. Tu vois, là, bon, là, c'est la question. Est-ce que il faut remplir tous les ans? Ah oui, donc remplir tous les ans. Oui, la déclaration, ça, c'est sûr que c'est tous les ans. C'est que ça bouge, ça descend. Et remplace. Ah, il est noté qu'il remplace la déclaration de OTH. D'accord. Déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés, oui. D'accord. Alors, si dedans, en fait, vous pouvez faire votre DOETH au niveau de la DSN. Alors moi, DSN, c'est vrai que ça ne me parle pas. Donc, si vous voulez. Mais si dedans, il y a une partie sur la DOETH, ça veut dire qu'automatiquement, elle est faite, en fait. Si vous passez par la DSN pour la faire, mais vous la faites quand même chaque année. Donc, parce que pour moi, vous n'allez pas faire ça tous les mois, par contre. On va vérifier ça. On pourra, oui, on pourra, je me renseignerai sur ça. En tout cas, ça me parle pas comme ça, il n'y a pas eu d'infos particuliers, mais je me renseignerai, ouais. Une question sur les factures de prestation de repas emportées par un ESAT, est-ce qu'elles sont éligibles? Prestation de repas emportée par l'ESAT est éligible. Nous faisons travailler régulièrement ce type de prestation. Moi, pour moi, oui. Je vois pas pourquoi ça ne le fait pas. C'est de la sous-traitance, en fait, ou. On en a. Pardon? On en a, c'est déjà. Oui. Vous les avez mises? Eh ben, je fais jeudi avec. Ouais. Mais. Pour moi, oui, je vois pas pourquoi en fait on pourrait pas les déduire, quoi. Parce que vous faites travailler en fait une structure adaptée, quoi. Hein. Donc oui. Après, du coup, enfin, vous avez une facturation par rapport à ça, donc oui, vous pouvez le valoriser. Oui. Nous avons pérennisé un emploi de contractuel reconnu RQTH en emploi permanent. Peut-on avoir des aides ou exonérations de charges pour cet agent? Ça, on sort un peu du cadre. Oui, alors là, on n'est plus dans la déclaration Déclaration. d'obligation d'emploi. Par contre, un emploi de contractuel reconnu, RQTH, il faut voir en fait ce que c'était le contrat contractuel parce que là, en effet, le FIP verse, j'ai voulu présenter après brièvement les aides, mais il verse une prime en fait de 4 000 € quand vous pérennisez en fait un travailleur handicapé qui était alors contractuel, mais qui était un contrat, généralement c'est plutôt suite à un contrat aidé. Voilà, contrat aidé, je ne sais plus, il y a un autre type de contrat. Voilà, c'est suite à un contrat spécifique en fait. Hein. Alors, exonération de charges, non, mais par contre, hein, oui, je reprenais là, exonération de charges, non. Par contre, il y a une prime de 4 000 € en effet. Après, n'hésitez pas, des fois, quand vous avez des questions très particulières comme ça, le catalogue, il est bien fait. Hein. Vous allez sur le site du FIP, vous allez dans l'onglet employeur, catalogue FIPHFP, et en fait, ça doit être autour de la page 70, quelque chose comme ça, les aides à l'insertion. Là, ça doit être les aides à l'insertion. Et vous avez, vous voyez là de tête, c'est sur contrat aidé, ça en fait partie. Voilà. Mais alors voilà, pareil, il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre les périodes. C'est-à-dire que si le contrat de l'agence termine au 30 janvier, il faut que ça, 31 janvier, il faut que ça enchaîne directement au 1er février. En tout cas, voilà, il peut y avoir cette possibilité-là. Et après, il faudra bien que vous fournissiez au FIPHFP aussi soit l'arrêté de titularisation ou soit la cédilisation d'agent, en fait, qui montre ou oui, la cédilisation, c'est ça. Comptons les CDD présents au 31 décembre 2022. Oui, alors il faut quand même qu'il y ait une durée minimum de 6 mois pour les CDD. C'est vrai que si vous avez embauché un CDD d'un mois et qu'ils sont présents au 31 décembre, vous ne pouvez pas les valoriser. Il y a quand même une durée minimum. Hein.
info, c'est pas dans les effectifs stock et flux, c'est sur la déclaration du FIP, dans les cases à remplir. Ah, d'accord. Alors pour le coup, j'ai fait l'année dernière, ça ne me parle plus, ça. Il y a un autre message de sa part. Bonjour, comment faire? Alors, passer le message à nos agents qu'il est bien nous faire remonter s'ils sont reconnus RQTH. Alors ça, je dirais, il n'y a pas vraiment de règles, hein, il n'y a pas de processus dessus. C'est vrai que ça dépend un petit peu de chaque collectivité, comment ça se passe avec vos agents. Est-ce que ça peut être fait, je ne sais pas si peut-être s'il y a des peut-être passer le message auprès des responsables, ça peut être des fois des responsables de pôle pour les plus grandes structures, pour les Comcom, je pense, ou lors de l'entretien d'évaluation. Voilà, si on s'il y a des voilà, de bien faire, voilà, de bien faire remonter les. L'idée, en fait, c'est pas de cibler en fait certaines personnes, peut-être de faire quelque chose de plus généraliste en fait, hein, au niveau de la collectivité, en disant voilà, s'il y a des changements de situation. C'est vrai que nous-mêmes, au centre de gestion, des fois, on a été un peu confrontés en se disant, bah, est-ce que on nous a pas fait passer le renouvellement? Est-ce que voilà, on retourne vers la personne? Tout ça, c'est un petit peu délicat. Donc, je dirais, ça dépend le lien, comment ça se passe avec les agents. Et puis après, voilà, vous pouvez peut-être passer par différents biais, soit par l'aspect RH, en fait, hein. Voilà, ça peut être une éventualité, hein. Donc, pour ceux peut-être qui n'ont pas donné le renouvellement, souvent c'est un petit peu plus simple. Voilà, on avait déjà connaissance d'une RQTH précédente, dire voilà, j'ai pas eu votre renouvellement, est-ce qu'il y en a un, est-ce que vous avez reçu une demande? Des fois, avant le renouvellement, moi, ce que je conseille aussi, c'est pas hésiter à aller solliciter les agents en disant voilà, est-ce que vous envisagez ce renouvellement? Parce que moi, très souvent, des fois, on me fait part que je n'ai pas redemandé la RQTH, ça sert à rien. Et c'est un petit peu dommage parce que ça sert à rien, en effet, il n'y a pas besoin, mais ça peut servir à quelque chose. Et après, c'est long quand même la démarche. Donc voilà, c'est dommage de ne pas le faire. Donc ça peut être ça. Ou après, voilà, par les responsables de service. En tout cas, ça peut être possible, hein, de faire passer un message à vos agents en disant voilà, faites-nous remonter si vous êtes reconnu en qualité de travailleur handicapé. Alors, j'ai fait une session d'information au mois d'octobre. Ça va être renouvelé cette année. Ça devrait avoir lieu plutôt au mois de juin cette année sur finalement l'avantage ou l'intérêt. C'était plutôt l'intérêt de faire reconnaître son handicap. Et puis comment aussi peut-être voilà, l'intérêt aussi que les collectivités peuvent avoir à solliciter leur agent. Et justement dedans, et cette session, elle est très intéressante aussi pour les agents. Les agents peuvent y participer. Vous verrez quand on vous enverra en fait l'information. Cette année, il y avait eu plutôt des responsables RH en fait qui s'étaient inscrits ou des secrétaires de mairie. Mais ça peut être intéressant en fait que vous passiez par contre cette information à vos agents, vous voyez, comme ça va être dans le mois de juin, en disant voilà, le centre de gestion a mis en place l'intérêt de faire reconnaître son handicap. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a plein d'agents qui ne voient pas forcément l'objectif, le but, et de passer par ce biais-là, en tout cas pour vous. Voilà, en disant peut-être qu'après viendront aussi plus facilement et vous faire part de leur reconnaissance. Et dans le même cadre, cela veut dire que si nous avions une prestation avec association d'insertion, on pourrait déduire des frais. Oui, tout à fait, ouais. Ça, je vous enverrai le document de toute façon pour tout ce qui est déduit, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est quand même des cas particuliers. Je vous avoue que j'ai pas en tête comme ça tout, et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je vais vous envoyer l'aide en fait à la déclaration que le FIPH met à disposition. Dedans, vous avez vraiment toute une partie sur les aides à déduire. En fait, hein. Donc vous allez, ça va répondre en fait, hein, à vos questions. Vous allez vraiment tout avoir, quoi. Madame de Ça, c'est Castro, par pas de rapport au rupture, contrat. mais ce n'était pas en contrat aidé. Je regarderai sur le catalogue. Merci. Alors là, par contre, c'était pas en contrat aidé. Je suis sûre pratiquement à 90% qu'il n'y aura pas, en fait, derrière. Ouais. Ouais, c'est vraiment un contrat spécifique, quoi. Mais voilà. Je vous laisserai quand même regarder le catalogue, hein, mais je ne pense pas. Après, cela peut être fait avec le service qui gère les passages devant le médecin du travail en toute discrétion. Oui, le médecin aussi peut être un relais, ouais, en effet. Après, le médecin est tenu au secret professionnel, donc en toute discrétion, il ne va pas, dans tous les cas, le médecin, s'il n'a pas l'autorisation de l'agent pour vous faire part de la RQTH, il ne le fera pas. Ça, c'est clair. Il n'a pas le droit. Et il ne le sait pas toujours. Il ne le sait pas toujours. D'ailleurs, ils ne le savent pas toujours. Bon, ils le savent. Enfin, quand faut changer un petit peu avec les médecins, ils le savent quand même bien. Mais en fait, des fois, il y a même des agents qui pensent même pas à le dire quand. Voilà.
Moi, je sais que pour les agents que je peux accompagner dans le cadre de la période de préparation au classement, tout ça, on y vient systématiquement. Je leur demande s'ils ont fait, s'ils sont reconnus travailleurs handicapés, parce qu'en fait, en PPR, il y a quand même beaucoup d'agents qui ne le sont pas. S'ils envisagent que de le faire, je leur propose quand même souvent on commence un petit peu à y regarder. Alors souvent, c'est pas évident, hein, parce que déjà, il y a une inaptitude au grade. En plus, on leur parle de reconnaissance travailleurs handicapés, donc c'est vrai que voilà, faut quand même y aller doucement. Mais l'idée aussi, c'est de leur ramener un petit peu ça en disant, voilà, il peut y avoir quand même suite. Alors, la PPR, les agents PPR ont les mêmes droits au niveau des aides que des agents reconnus travailleurs handicapés, mais dès qu'ils vont sortir de la période de préparation au reclassement, ils n'auront plus ces droits-là. Donc, voilà, souvent, je leur dis, ça peut être intéressant peut-être d'anticiper ça. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser ou pas, en fait, hein, donc, bon. Mais le médecin, voilà, pourra qu'inciter un agent à faire reconnaître son handicap, mais il ne pourra pas dévoiler en effet qui est RQTH ou pas, quoi. OK, oui, mais reçoit les préconisations. Alors le médecin, il va vous envoyer des préconisations. Souvent, c'est plutôt pour les aménagements de poste, il me semble. Et là, c'est une aide où il n'y a pas forcément besoin d'un RQTH, hein, en fait. Je ne sais pas si, madame Gardel, j'ai répondu. Après, en effet, il envoie la préconisation, hein. Il vous envoie la préconisation, en fait, le médecin. Mais dedans, il met pas si l'agent est RQTH ou pas. Il le met, je dis peut-être qu'il le met, ouais, peut-être qu'il le met. Mais dans tous les cas, ça ne vous permettra pas de savoir, de connaître tous les agents RQTH. Il faut effectivement accompagner les agents car peu connaissent les avantages, ouais. De plus, certains ont peur que cela porte préjudice à leur aptitude au poste. Ouais, alors pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a des agents, même en PPR ou même sans, enfin, qui n'ont pas forcément de RQTH et qui peuvent avoir une aptitude. Ça n'a pas de lien, donc c'est vrai que quand vous verrez l'information, ce sera dans le cadre des matinales RH aussi, hein, cette session sur l'inclusion, sur l'intérêt de faire reconnaître sa reconnaissance de travailleurs handicapés, et n'hésitez pas, vous, vraiment à le diffuser auprès des agents de votre collectivité, quoi. Donc oui, du coup, si on a des aménagements de poste, on peut déceler des suites. Alors après, qui dit aménagement de poste n'est pas forcément RQTH, hein. C'est vrai que des fois, bon, ben, je sais pas, moi, un agent qui vient a des douleurs de dos parce qu'il est constamment assis, le médecin préconise un fauteuil ergo. Bon, on parle pas forcément de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, quoi. Il y a plus de C'est tout. Ouais. questions. Alors, je sais pas, c'est vrai que du coup, j'ai pas votre retour par rapport à ce que je vous réponds. En tout cas, vous aurez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me rappeler par la suite. Voilà, surtout le vendredi. Voilà, le vendredi, n'hésitez pas. Souvent, j'ai pas d'entretien, donc je suis plutôt le vendredi ou le lundi, en fait. Voilà, je suis plutôt disponible, hein, justement dans le cadre du FIP, pour répondre aux différentes questions des collectivités. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, à m'appeler même, je dirais des fois plus qu'un mail, parce que des fois dans le mail, il y a on comprend pas forcément tout. Voilà, c'est bien de pouvoir échanger directement de vive voix, quoi. Oui, du coup, si on a des aménagements de poste, on peut décider. Ah, C'est bon, oui, 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 c'est bon. d'accord. OK. Bon, ce que je vous propose peut-être, voilà, là, on est un petit peu éloigné de la déclaration, c'est de poursuivre. J'allais aller sur mon ordinateur. Non, c'est bon. C'est de poursuivre, voilà, sur les interventions justement du FIPH, et peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont venir pour le coup. Donc là, voilà, en dehors de la déclaration, l'idée c'était d'en profiter, hein, pour vous rappeler un petit peu les différentes interventions du FIPH FP. Donc on peut voir justement là sur la diapo qu'aujourd'hui, donc le taux d'emploi, tout le monde est censé atteindre les 6%, et si on n'atteint pas les 6%, il y a une contribution à payer. Donc là aujourd'hui, le taux d'emploi dans la fonction publique est d'ordre de 5,69%. Donc on voit qu'il n'est pas atteint. Ceci dit, on voit quand même qu'au niveau de la fonction publique territoriale, on est très bon élève, puisqu'on est à 6,52, hein, 52, oui, pardon, c'est un petit peu loin. Voilà, donc nous, on a atteint, je dirais, la fonction publique territoriale, les 6%. On voit que c'est la fonction publique d'État, en fait, hein, qui est toujours assez éloignée du taux. Elle est vraiment à 4,20, et la fonction publique hospitalière, quoi, qui peut baisser le taux. Mais voilà, c'est plutôt une bonne chose. Là, je vous ai mis les montants aussi. Vous voyez, dans le petit encadré bleu, on voit que le FIP, en fait, a financé sur l'année 2021 plus de 7 millions, en fait, euros d'aide. Alors, il y a plus de 4 millions, en fait, dans le cadre de conventions. C'est vrai qu'il y a des collectivités, alors plutôt des grosses structures, hein, je penserais plutôt à la mairie de Clermont, le conseil départemental, tout ça, ont des conventions spécifiques avec le FIPH.
Et donc, voilà, avec des budgets, en fait, hein, dans ce cadre-là, sollicite des financements. Mais après, si on n'a pas de convention, on peut saisir directement le FIP. On voit que là, c'est de l'ordre à peu près de un petit peu plus de 2 millions, du coup, hein. Alors, au niveau des interventions, oui, c'est bon, ouais. Alors, les principes, hein, quand même du FIPH, ce sont d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi public ou de les aider à conserver une activité professionnelle en compensant le handicap. C'est bien en compensant parce que vous verrez qu'à chaque aide, en fait, ils ne financent pas la totalité, souvent le FIP. Vous voyez, dans le cadre d'un aménagement, si je reprends tout à l'heure l'exemple du fauteuil ergonomique, parce que souvent c'est des achats assez courants, ils vont financer en fait la différence entre le montant du fauteuil ergo et le montant d'un fauteuil classique, dit classique. Donc voilà, ils ne financent pas en effet tout l'achat du matériel comme il y avait encore quelques années, ça pouvait être fait. C'est vraiment, ils compensent le handicap, quoi, la différence. Financer au cas par cas des aides individuelles matérielles, techniques, humaines ou encore de la formation. Et appuyer les employeurs publics dans le développement de politiques en faveur des agents en situation de handicap afin d'atteindre progressivement le taux d'emploi minimum de 6%. Donc voilà les grands principes du FIPHFP. On nous demande si la baisse des subventions du FIPH est due au fait que les collectivités remplissent de plus en plus le taux de BOE. Non, enfin moi, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de lien avec ça, hein. C'est que tout simplement, c'est comme partout, ils ont moins, voilà, il y avait moins de budget et ils ont baissé, ils ont pratiquement divisé par 2, hein, depuis peut-être 5-6 ans, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a pas mal, ouais, ça a beaucoup baissé, quoi. Mais voilà, je pense pas que ce soit lié en fait au fait d'avoir atteint le taux d'emploi, quoi. Alors, brièvement, je vous ai fait des petites diapos sur les différentes catégories d'intervention parce que des fois, on les a pas forcément en tête. Donc la première, tout ce qui est aide technique à la compensation de handicap. Donc ça va être prothèse auditive, hein. C'est vrai que souvent j'ai des appels pour ça, quoi. Les prothèses auditives, ce que je vous disais tout à l'heure, en plus l'aide a augmenté cette année, ils l'ont revalorisé, c'est plus 1600, c'est 1700 euros. Alors des fois les collectivités me disent, mais est-ce que souvent les devis en fait sont plus, hein, de 1700 euros, soyons clairs, les agents souvent 1700 c'est vraiment la base. En fait, on est plutôt sur des devis autour à peu près de 3000 euros. Des fois on me demande, mais est-ce que je dois financer ces 3000 euros? Là je dirais, c'est vous qui voyez en fait. Je vous cache pas que la plupart des collectivités payent les 1700 qui vont être remboursés par le FIP et l'agent s'autofinance le reste. Mais ça peut arriver que des collectivités disent, non, nous, on prend en charge la totalité, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc les aides techniques, ça correspond aussi le fauteuil roulant, orthèse et prothèses externes. Ensuite, tout ce qui va concerner l'aide au retour vers l'emploi. Donc l'aide au parcours dans l'emploi des personnes handicapées, l'aide au déplacement en compensation du handicap. Ensuite, vous avez l'aide pour favoriser le recours auprès du secteur adapté, abonnement plateforme milieu protégé. Les aides spécifiques à l'apprentissage, indemnité d'apprentissage. Là, je fais juste une petite aparté justement parce que je ne sais pas si vous avez vu, en fait, concernant le nouveau dispositif en fait pour la campagne 2023-2024, le CNFPT en fait aujourd'hui a priori demande, alors là c'est tout nouveau, hein, ça date d'une dizaine de jours, demande aux collectivités de manifester leur prévision de contrat d'apprentissage avant le 17 mars 2023. Donc là, si vous voulez, voilà, vous avez moins d'un mois pour faire part au CNFPT de votre intention éventuellement de recruter un apprenti. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne le faites pas, a priori, ce qui est prévu, c'est que les collectivités n'auront aucune prise en charge par le CNFPT. Donc ça, je pense qu'on va faire une diffusion là prochainement. Voilà, le centre de gestion va diffuser cette information parce que c'est pas su et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui ne savent pas, hein, clairement, si elles vont recruter voilà, souvent ça se fait, le recrutement d'apprentis, ça se fait aussi par opportunité. Mars, c'est un petit peu tôt malgré tout. Il y a aussi beaucoup de jeunes, hein, finalement, au mois de mars, ils ne sont pas encore à la recherche de leur employeur. Donc nous, je dis nous en tant que collectivité, qu'employeur, que correspondant handicap, même ça nous interroge beaucoup par rapport à ça. Voilà. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas, j'en profite, hein, pour vous informer de ça. 17 mars, c'est demain. Donc si vraiment vous avez déjà l'intention de prendre un apprenti dans votre collectivité, faites-le savoir auprès du CNFPT tout de suite, quoi. Alors au niveau des aides à l'insertion aussi, donc accompagnement socio-pédagogique, donc contrat particulier, prime à l'insertion durable, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, et puis indemnité de stage. Ensuite, vous avez d'autres catégories. Voilà. Les aides à l'aménagement de poste de travail.
Donc ça, c'est l'aide qui est le plus sollicitée, que vous connaissez le plus, hein. Donc, études de poste. Je vous rappelle aussi que les études de poste, elles sont plus. Avant, elles étaient obligatoires. Une étude ergo était obligatoire pour les aménagements de plus de 7 700 €. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, en gros, si c'est pas essentiel, vous embêtez pas à faire une étude ergo avant, même si malgré tout, quand il y a des gros aménagements, c'est quand même toujours intéressant d'avoir une étude ergo. Voilà. Aujourd'hui, on a notre nouvelle ergonome au centre de gestion aussi, Aurélie Battier, hein, qui est arrivée la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas aussi, voilà, à la solliciter si vous avez besoin. Alors, l'aide à l'adaptation du poste du travail d'une personne en situation de handicap, donc là, c'est toutes les aides sur l'achat de matériel, hein. Voilà, les fauteuils, bah, tout ce qui peut être, voilà, les bureaux, etc. Auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens de la vie professionnelle, auxiliaire dans le cadre des activités pro, aide au tutorat d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Après, ça peut être aussi interprète en langue des signes, codeur, transcripteur, etc. Et dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis l'aide à la formation des personnes en situation de handicap. Donc ça peut être un bilan de compétences ou un bilan professionnel aussi. C'est vrai que pour les personnes RQTH, hein, voilà, ça peut être intéressant des fois quand vous sentez que il y a pas mal d'arrêts, qu'il risque d'y avoir peut-être une inaptitude, d'anticiper, en fait, je dirais ça, hein, nous on le voit au centre de gestion, quand c'est anticipé, je dirais le reclassement, bah, il est d'autant plus possible et ça se passe mieux parce que du coup, voilà, l'agent a déjà pu réfléchir en amont à ce qu'il souhaiterait, dans quoi voilà, il souhaiterait, il se projette en fait, hein, en termes de reclassement, puis il y a un plan d'action qui est effectué, quoi. Donc n'hésitez pas à solliciter cette aide-là. Elle l'est peu, je trouve, et c'est peut-être dommage. Formation destinée à compenser le handicap, formation dans le cadre de la période de préparation au reclassement. Pour tous les agents PPR, vous pouvez solliciter un financement de l'ordre de 10 000 € en fait de formation. Alors c'est vrai que pour les agents qui veulent faire, moi j'ai accompagné des agents qui se sont reconvertis sur le grade d'animateur en fait, animateur maison de retraite, animateur même voilà, périscolaire, etc. Et en fait qui ont voulu passer le BPGEPS. Voilà, on était à peu près sur un coût de l'ordre de 7 000 €, donc bah, c'est pas négligeable, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc il peut y avoir cette possibilité-là. Formation dans le cadre d'un reclassement statutaire ou d'un changement d'affectation pour une aptitude. Formation pour reconversion d'un agent atteint de maladie évolutive. Formation dans le cadre de l'apprentissage, surcoût lié aux actions de formation. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a différentes choses. N'hésitez pas à regarder le catalogue. Et puis, on a encore dernière catégorie d'intervention, les aides versées afin d'améliorer les conditions de vie avec des chèques emploi-service, les aides pour sensibiliser, former, communiquer sur le handicap, et puis les aides pour mettre en œuvre l'accessibilité numérique. Voilà, ça c'est très peu, voilà, c'est plutôt peu sollicité, quoi. Donc voilà sur les catégories. Je vous ai mis un bref rappel des nouvelles mesures en fait qui avaient eu lieu l'année dernière, mais qui sont quand même importantes. Notamment un moratoire dans l'exigence de la demande de la PCH. Par exemple, pour les prothèses auditives, je reprends ça parce qu'elle est vraiment souvent demandée, cette aide. Avant, il fallait que l'agent, même s'il était déjà reconnu travailleur handicapé, ressollicite la maison départementale des personnes handicapées pour demander cette PCH, donc prestation de compensation de handicap. Aujourd'hui, voilà, ils ne le demandent plus, le FPPH. Donc déjà, c'est quelque chose en moins. Ne plus exiger la prescription du médecin du travail pour les aides techniques, donc prothèse auditive aussi, par exemple, vous voyez. Donc ça, c'est important aussi parce qu'en fait, ils estiment aujourd'hui le FIPS, qui n'est pas idiot finalement, que bah, il y a quand même une prescription de médecin pour des prothèses, tout ça. Donc il y a plus forcément, il y a une par sécu, une par mutuelle, il n'y a pas forcément obligé une prescription du médecin du travail, quoi. Donc des fois, on était un peu, je dirais, ça évite encore une étape supplémentaire. Donc c'est plutôt positif. Ils l'ont renouvelé pour cette année. Donc de plus demander d'aménagement obligatoirement une étude de poste pour les aménagements plus 7 700 €, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Une extension du dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap aux agents en restriction d'aptitude. Une aide au recrutement durable d'un montant de 4 000 € versé à la signature d'un CDI ou lors de la titularisation, ce qu'on parlait tout à l'heure. Une aide à la formation des acteurs internes à la politique handicap d'un montant maximal de 10 000 € par an pour une durée maximale de 3 ans. Alors, il y a 13 mesures. Une aide au parcours à l'emploi. Ensuite, mesure 8, une seule règle de calcul pour les solutions de transport interne. Alors apparemment, avant, il devait y en avoir plusieurs. C'était plus complexe et ils ont simplifié la chose. Mesure 9, une définition des conditions d'exercice du tutorat précisé. Donc ça, bien regarder dans le catalogue, hein. Un plafond de 5 000 € pour la formation destinée à compenser le handicap.
Le contenu de l'accompagnement socio-pédagogique est précisé aussi dans la mesure 11 pour la fiche 8 en fait, hein. Vous voyez, vous avez à chaque fois les fiches auxquelles ça correspond, les différentes mesures. Pour la fiche 25, une prise en charge de la majoration liée au handicap des chèques emploi-service et chèques vacances plafonnés à 300 €. Et la fiche 21, donc la dernière mesure à compter du 1er juillet 2022, donc elle est plutôt récente celle-ci, la rémunération dans le cadre de la formation de reclassement ou de changement d'affectation pour inaptitude ne sera pas plus pris en charge dans le cadre par le FIPHFP. Voilà. Quelques points de vigilance aussi dans tout ce qui est intervention du FIP, hein. Donc toujours, il intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun, d'accord? Donc par exemple, pour les prothèses auditives aussi, c'est toujours à déduire, la part de sécu, la part de mutuelle. Le FIP se réserve le droit d'accorder ou non la prise en charge d'une aide en fonction de la situation. Donc c'est vrai que des fois, voilà, il refuse. L'absence ou le refus de la prise en charge financière par le FIPH ne dispense pas l'employeur de son obligation d'aménagement de poste. Donc ça, c'est vrai que, voilà, il y a quand même cette obligation, hein, d'employeur d'aménager le poste pour une personne qui est RQTH. Le FIP ne prend pas en charge les demandes de financement dont le coût total par bénéficiaire ne dépasse pas 200 €. Donc tous les petits aménagements, les souris ergo, les choses comme ça, vous ne pouvez pas le faire financer par le FIPHFP. L'employeur ne peut déduire le reste à charge d'une aide financière par le FIPHFP des dépenses déductibles de la déclaration. Donc oui, si vous avez déjà, si par exemple vous avez eu une aide financière, j'allais dire, si voilà, si vous avez déjà eu une aide de la part du FIPHFP, cette aide, forcément, vous n'allez pas la redéduire là pour la DOTH. Donc des fois, il y a un petit calcul à faire. C'est est-ce qu'il vaut mieux que vous sollicitiez le FIP pour un aménagement, par exemple? Ou est-ce qu'il vaut mieux que finalement, vous ne le sollicitiez pas et que vous puissiez, via la facture, déduire en fait, lors de votre déclaration, ce montant-là? Vous voyez, si en gros, si vous pensez que vous allez payer une grosse contribution, peut-être que c'est préférable de déduire, pour la contribution, que d'avoir une aide du FIP. Voilà, en tout cas, vous ne pouvez pas déduire et vous ne pouvez pas avoir l'aide du FIPH et la déduire ensuite après la déclaration. Et puis l'ensemble des aides sont mobilisables de façon indifférenciée, que l'employeur dispose d'une convention ou non. Ça oui, tout à fait, hein, il n'y a pas de lien avec si vous avez une convention avec la FIPH ou pas. Et je crois que la majorité des interventions du FIP sont mobilisées sur prescription de la médecine du travail. Voilà, donc il y a toujours en effet une prescription, sauf on a vu pour les 3 premières mesures là, hein, sur tout ce qui est prothèse orthèse, prothèse auditive et fauteuil roulant. Mais sinon, il y a toujours la préconisation du médecin qui doit bien être antérieure à la date de la facture. Alors, je sais que des fois, on est tous un peu pris par le temps et surtout, des fois, il y a des besoins, hein. Des fois, voilà, le temps d'avoir le rendez-vous avec le médecin, l'agent a besoin de son matériel, on aurait tendance à vouloir l'acheter, mais il faut bien que quand même la préconisation, elle soit antérieure, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. Là, pour le coup, le FIP, il refuse totalement, quoi. Bon, après, voilà, on n'arrivait pas à s'arranger, mais bon, il vaut mieux le faire dans les règles de l'art, je dirais, et bien faire les étapes, bien respecter les étapes. L'ensemble des aides sont mobilisables quel que soit le taux d'emploi global des employeurs. Oui, donc même si vous n'avez pas les 6 heureusement, vous pouvez quand même solliciter les aides du FIPHFP, hein. Il ne punit pas voilà, encore les collectivités. La facture est valable 6 mois aussi. Donc c'est vrai que ça arrive souvent, des fois, on fait une facture, puis après il se passe plein de choses et tout. Il leur faudra voilà, en tout cas, même si c'est un devis, hein. Je vous parle aussi pour le devis, la facture, bon, ça veut dire que c'est déjà payé, ce sera plus compliqué. Mais le devis, voilà, c'est également 6 mois. Et le FIP ne rembourse que l'employeur sur facture acquittée. Donc, pas les agents non plus, même pour les prothèses auditives, hein, c'est que vous qui remboursez. Voilà une petite, pareil, vous voyez, sur le tableau de bord, en fait, hein, sur la plateforme PEPS, vous avez dans la thématique, du coup, subvention, aide, là, concrètement, hein, pour pouvoir faire votre saisie. Et puis, vas-y, tu peux passer. Voilà, voilà, vous voyez à gauche, hein, c'est un petit peu là où c'est rouge, subvention aide, voilà, c'est sur ça que vous allez cliquer. Alors après, faites bien attention, renvoyez-vous bien au catalogue en fait quand vous faites votre demande d'aide. Voilà, fiche 1, ça correspond à ça, fiche 2, etc. C'est déjà arrivé par exemple qu'une collectivité mette orthèse, prothèse au lieu de prothèse auditive. Bon, bah là, ça marche pas. Donc souvent, vous le savez, au bout de 2-3 mois, donc vous repartez, votre dossier est rejeté, vous repartez à zéro et c'est assez casse-pied. Donc soyez bien vigilants pour ça. Munissez-vous bien, quand vous faites une demande d'aide, vraiment, munissez-vous bien du catalogue au préalable parce ils l'ont assez simplifié. Vous avez bien toutes les pièces qu'il va vous falloir. Alors maintenant, la plateforme, elle facilite, moi je trouve quand même la demande.
Et voilà, s'il vous faut souvent le RIB, il faut le dernier bulletin de salaire de l'agent, souvent, la RQTH de l'agent, et puis après, facture de vie, hop, vous les mettez directement en pièce jointe, et puis voilà quoi, hein. Donc, essayez de bien regarder avant sur le catalogue ce qu'il va vous falloir comme pièce en fait. Après, si vous commencez à saisir une aide et que vous n'avez pas tout, vous l'arrêtez, ça enregistre automatiquement, vous ne refaites pas tout, hein. Il n'y a pas de souci. Et voilà le tableau de bord. Quand vous commencez du coup à saisir l'aide, vous tombez sur ce tableau de bord, ça récapitule bien un petit peu tout, les coordonnées de votre structure, tout ça. Et puis, si vous avez déjà saisi des aides, du coup, vous n'êtes pas obligé de tout ressaisir, c'est déjà bien enregistré. Donc, vous avez juste hop, à recliquer après, à mettre l'aide, le nom de l'agent, voilà, le nom d'agent, à fournir vos pièces. Et puis après, ça vous renverra un petit tableau synthétique. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais ça renvoie bien une petite synthèse et ça vous le renvoie par mail. Donc voilà, il n'y a plus d'ambiguïté comme avant. Il fallait renvoyer un mail par mail les pièces justificatives, mais on ne savait pas s'il l'avait reçu. C'était pas très agréable, quoi. Voilà. Je crois qu'entre-temps, il y a des petites questions, ouais. Ouais, alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On en a une qui est arrivée pendant la présentation, donc c'est par rapport à la baisse des subventions du FIPH. Est-ce que on peut déclarer sur la DOETH les restes à charge après subvention du FIPH sur des achats relatifs à l'aménagement des postes des BOE? A baissé considérablement les montants de subventions depuis quelques années. Ouais, est-ce dû que les collectivités remplissent. Ah oui, donc ça, on l'a fait déjà. Du coup, peut-on en déclarer sur la DOTH les restes à charge après subvention FIP sur les achats relatifs à l'aménagement de poste des BOE? Oui, alors après subvention FIP, ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que généralement, vous avez demandé en fait l'aide du FIPH. Là, ça renvoie, Oui, vous ne pouvez pas faire. Mais si vous ne l'avez pas demandé, vous pouvez. Oui. Ça arrive des fois, oui, qu'il n'y ait pas eu de demande Donc, de s'il y prise a en eu charge de une la part du subvention. FIP. Donc là, en effet, vous pouvez très bien le déduire. Mais s'il y a une subvention déjà du FIPH, on ne peut pas. Non, là, c'est bien marqué après subvention FIP. Mais alors, si le FIP, alors oui, alors si le FIP n'avait pas tout financé, oui, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Si il y avait, ça me paraît compliqué en fait, parce qu'ils prennent que eux, s'ils n'ont pas tout fait. Parce qu'en fait, généralement, pour ça, ils vous demandent un tableau de surcoût. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un tableau Excel. Alors, vous remplissez, je dirais, comme vous le sentez. Voilà, souvent on m'appelle comment je le remplis. Honnêtement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de procédure. C'est-à-dire que ça vous l'estimez déjà s'il y a qu'une seule personne. Vous voyez, quand c'est un matériel qui va être utilisé par plusieurs agents, voilà, si c'est par deux, bah forcément, vous allez mettre que 50%. Enfin, c'est toutes des estimations en fait, hein. Et le FIP prend en charge que ce qui va correspondre à votre estimation. Donc, en effet, s'il reste un reste à charge, ça, par contre, vous ne pouvez pas le déduire. En gros, tout ce que vous allez solliciter comme aide, dans tous les cas, après, même s'il reste un reste à charge, vous n'allez pas pouvoir le déduire, quoi. Demande d'aide pour des prothèses auditives. Le montant total s'élève à 2800. Ouais. La subvention, c'est 1007. Le reste à charge, 1100, c'est. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas les déclarer du tout. Ça, c'est. Non, non. Là, pour les prothèses auditives, c'est 1007. Le FIP, il ne financera pas. Il n'y aura pas de. euh, Il n'y aura rien de plus. Donc là, les 1100, en gros, c'est soit l'agent, voilà, les agents financent d'eux-mêmes, soit la collectivité accepte de payer le reste à charge, quoi. Déda, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Oui, allez-y. oui. Vous appelez pour vos clés? Pardon? Je ne sais pas bien quoi vous dire, qu'ils les ont pris ce matin au lieu d'hier, finalement. Donc, je ne sais pas s'ils vont nous les ramener aujourd'hui ou demain. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vous tiens au courant. Ouais, je comprends bien. Sinon, donc j'ai parlé avec mes chefs là. Vous aurez quand même voulu que l'appartement soit libéré. On vous écrira pour vous le dire officiellement. J'ai désactivé les micros de tout le monde là, normalement. Oui, désolée. Après, si vous voulez prendre la parole, levez la main. Oui, ou c'est une question, vous pouvez prendre la parole directement, hein. Je vais revenir sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, ça va, c'était clair pour tout le monde. Donc du coup, de toute façon, la présentation, elle va vous être envoyée après, donc ultérieurement. Et puis avec l'aide à la déclaration, là, je vous avais parlé le petit document, là, enfin le document du FIPH, FP, et puis également la foire aux questions. Donc pour tout ce qui est, vous voyez là, justement là, ce qui est les catégories déductibles, comme c'est quand même assez particulier, vous verrez, il y a quand même beaucoup d'infos dedans, vous aurez vos réponses. Si vraiment vous ne les avez pas, parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses assez spécifiques, c'est un peu casse-pied, n'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, dans tous les cas, si je n'ai pas l'info moi-même, parce que vous voyez, il y a des choses, c'est quand même pas, voilà, pas simple, je pourrais me renseigner pour avoir les infos, soit voilà, auprès du FIPH directement. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et voilà, je vous propose et je vous conseille surtout de pouvoir la faire voilà, quand vous pouvez, cette déclaration. Hein. Je sais que des fois, on a tendance un peu à repousser parce qu'on n'a pas, voilà, c'est pas évident et des fois d'avoir certaines infos, mais essayez de le faire dès que vous le pouvez, comme ça, au moins, voilà, il n'y a pas le stress des derniers jours. Des fois, c'est vrai qu'on m'appelle le 28, 29 avril, voilà. On nous demande si on a un Non. délai. Ah, la demande d'aide, pardon, Ouais, pour faire la demande d'aide. C'est les 6 mois de la facture, Oui. notamment. Alors, un délai pour faire la demande d'aide. Oui, alors là, voilà. La prescription du médecin, elle est valable 1 an. Donc, si voilà, demain, votre agent, il voit le médecin du travail qui fait une prescription pour un siège ergonomique, la prescription est valable 1 an. D'accord? Donc, si j'ai bien compris, pour des prothèses auditives, si on déclare le montant total sur la DOETH, non. Les prothèses auditives, sans demander de subvention, sans demande la subvention FIP. Demander la subvention FIP, hein, parce que dans les dépenses à déduire, c'est partiellement. Vous voyez, un employeur peut-il déduire des dépenses prises en charge partiellement par le FIP? Non, l'employeur ne peut plus déclarer la part des dépenses restant à charge et non prises en charge par le FIP ou par tout autre organisme. Il peut déclarer la totalité de la dépense s'il n'a pas bénéficié de financement de la part du FIP. Mais a priori, c'est plus avantageux de faire subventionner par le FIP. Oui, moi je pense que c'est plus avantageux de faire, oui, de faire subventionner par le FIP. Je vois pas l'intérêt d'attendre après, parce qu'après, vu que la déclaration c'est par an, ouais. Honnêtement, je sais pas là ce qui est pas avantageux. Moi, je trouve qu'il y a une aide, c'est 1700 €, c'est quand même plus simple d'aller directement sur la plateforme, quoi. Imaginons après, en plus, l'agent, il est même plus dans votre effectif ou quoi que ce soit, entre-temps. J'ai été absente 6 mois l'an dernier et personne n'a fait la demande d'aide 2021. Ah voilà. D'accord. Ah oui, la demande d'aide 2021, ouais. Est-ce qu'elle peut encore J'ai tous les docs nécessaires. Est-ce que je peux encore faire la demande? Il faut voir si. En fait, il faut que les documents, il faut que la facture ait moins de 6 mois et que la prescription du médecin. Alors, la prescription du médecin, je dirais que c'est pas très grave parce qu'au pire, vous sollicitez, vous appelez le centre de gestion, voilà, vous expliquez et l'agent pourra être vu par le médecin du travail. Mais si la facture, par contre, si ça a déjà été acheté, que la facture a plus de 6 mois, ça ne sera pas possible. Ça, c'est après, ils reviennent pas du tout dessus. Ça, ils sont, vous savez, hein, le FIP, ils sont hyper rigides hein, sur plein de choses. Limite, c'est 6 mois et 1 jour, c'est plus possible, quoi. Donc, et après, vous pouvez faire en effet votre une demande FIP à n'importe quel moment de la journée, de la journée, à n'importe quel moment de la journée aussi. Mais dans l'année, suivant les besoins, oui, oui, tout à fait. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais. Oui, oui, vous saisissez la plateforme, vous faites votre demande d'aide. Bon. Si la plateforme fonctionne, parce qu'il y a eu quelques petits bugs apparemment les derniers temps, mais moi perso, je trouve que c'est quand même plus simple qu'avant malgré tout, cette plateforme, quoi, elle est quand même. Voilà, et puis quand vous avez un doute, si des fois, moi on m'appelle, on me dit, ouais, je sais pas trop si là je peux et tout, et c'est vrai que des fois ça peut être un peu ambigu sur certaines choses. Je dis, bah tentez, quoi, tentez, on verra bien, quoi, hein, à la limite. Alors, j'ai la prescription, il s'agit de remboursement de taxi pour des agents non-voyants. On a des factures tous les mois et je fais la demande début d'année suivante. Ouais, là, il faut reprendre l'aide, c'est spécifique, j'ai pas en tête sur ça. Parce qu'alors, des fois, ils sont un peu casse-pieds. Hein. Dès que vous ouvrez le dossier, vous avez tant de délai pour mettre les documents. Sinon, après, ils clôturent en fait la demande d'aide. Pour tout ce qui est transport et tout, j'ai pas en tête là. Et, regardez sur le catalogue. Et puis, c'est tout indiqué en fait. Hein. Et si vous avez, voilà, s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord? Par rapport à ça, Madame Baldassin, hein, c'est ça, ouais. Laurence Baldassin, n'hésitez pas à me renvoyer un mail ou à me téléphoner, quoi, si c'est pas clair. Après 2021, ouais, 6 mois, je sais pas, ça me paraît loin quand même, mais
Oui. De rien. Eh ben, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, et ben, je vous propose, voilà, merci. Je vous propose qu'on arrête là. En tout cas, je vous remercie à tous, pour votre participation à cette session. Voilà, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas, surtout, je suis à votre disposition. Et puis, sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.